Bienvenue, bienvenue à cette présentation sur la logosynthèse pour aider, poser des limites saines. Donc, je disais, je m'appelle Giulia Bavagnoli, je suis thérapeute et formatrice et j'explore ces thématiques dans ma pratique. On va avoir un aperçu de la thématique. On va voir comment la logosynthèse peut aider à poser ces limites saines. Je vais vous guider dans un exercice guidé. Et on va parler après des bénéfices de la logosynthèse et vous pouvez après poser vos questions et recevoir des réponses. Donc, qu'est-ce que c'est les limites saines et pourquoi elles sont importantes? Je ne sais pas si vous entendez parler beaucoup, souvent, pas du tout de ces limites. On peut les définir comme tout ce qui nous permet d'être en intégrité. En intégrité, ça n'a pas juste une signification morale. On parle d'être en intégrité, donc être physiquement en intégrité de notre valeur, mais aussi de nos valeurs, donc ce qui est important pour moi, donc pour soi, en intégrité d'énergie, c'est-à-dire est-ce que quotidiennement j'ai l'énergie nécessaire pour faire ce que j'ai envie de faire, et l'intégrité de ressources, euh, des ressources très matérielles comme l'argent par exemple. J'utilise souvent depuis pas très longtemps à vrai dire, et ça me parle beaucoup, cette métaphore du château. Donc on peut s'imaginer comme un château avec des murs, mais aussi avec un village à l'intérieur, avec le château, mais ces murs contiennent aussi toute une série d'habitants, d'artisans, de personnes qui contribuent à que le fonctionnement du château se passe bien et du coup que le château puisse être en mesure d'interagir avec le monde extérieur de façon fonctionnelle et équilibrée. Donc, si on parle de l'intégrité physique, dans cette métaphore, ça peut être justement que les murs du château soient là, ou que le château même soit là, soit bien entretenu. On peut être dans un château qui fonctionne bien quand il n'y a pas trop de conflits de valeurs par rapport à ça et quand tout le monde est convaincu que ce qui se passe à l'intérieur du château a de l'importance. En question en termes d'énergie et de ressources, on peut parler de est-ce qu'il y a assez de personnes qui travaillent, par exemple, pour le bon fonctionnement de ce château? Est-ce qu'il y a assez à manger? Est-ce qu'il y a assez de culture, de savoir, de connaissances? Il y a aussi en intégrité, peut-être on pourrait ajouter un petit point, en intégrité de connaissances. Donc, c'est une question à nous poser. Est-ce que ces limites, ça se passe dedans ou dehors? C'est à l'intérieur de nous ou c'est à l'extérieur de nous? Parce que quand on parle de limites, poser des limites, automatiquement, on va penser à, je dis stop à l'autre, quoi. Alors qu'en vrai, les limites saines se posent d'abord et surtout à l'intérieur. Donc bien sûr, il y a le château qui va être amené à interagir avec le monde extérieur, mais tout part du bon fonctionnement et du bon équilibre de ce qui est à l'intérieur. Okay, comme on disait avant, ce n'est pas possible d'interagir avec quelqu'un de façon intéressante ou équilibrée ou fonctionnelle si à l'intérieur il y a des conflits de valeurs par exemple, ou si on est trop fatigué pour euh, pour avoir accès à nos ressources par exemple. Okay, donc tout d'abord les limites, cette question des limites, cette question de se respecter, cette question de protéger, préserver cet équilibre est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et on peut le faire que si on est convaincu que ce qui se passe à l'intérieur est important et a de la valeur. C'est pour ça que on parle souvent d'estime de soi et que l'estime de soi est capitale dans cette thématique. Qu'est-ce qui se passe euh, si notre intégrité est compromise? Ici, il y a juste quelques points, mais on n'a pas une base solide pour interagir avec le monde. Une base solide, une base durable aussi. On peut s'épuiser en dissipant notre énergie.
parce qu'on ne sait pas très bien comment l'utiliser, cette énergie. Et parce qu'on pense peut-être, et on le verra peut-être on le verra dans les slides suivantes, on pense peut-être que ce qui est plus important, c'est de donner cette énergie plutôt que de la garder, plutôt que de la garder en équilibre en tout cas. Nos relations seront biaisées avec la supposition que l'autre doit nous compléter. Puisqu'on n'y arrive pas nous-mêmes, on va s'attendre à que l'autre nous donne au moins autant quand nous on lui donne, par exemple. Simplement, on peut passer à côté de ce qui est vraiment important pour nous. Quand on ne met pas notre attention activement et proactivement sur notre équilibre et donc sur ce qui est important pour nous, eh ben on passe à côté, simplement. Qu'est-ce qui nous empêche de poser des limites saines? Ici, il y a quelques points, mais disons que ça a souvent à voir avec l'estime de soi, c'est-à-dire euh, quand je juge que ce qui est moi est important et qui est de la valeur, je vais aussi activement aller préserver cet équilibre. Mais dans notre vie, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et quand on est jeune, on ne perçoit pas forcément ce message de l'extérieur. Et du coup, on va mettre en place toute une série de mécanismes et stratégies euh, qui nous empêchent d'être en lien avec ça. Donc ici, je parle des drivers qui sont issus de l'analyse transactionnelle. Il y en a 5. Il y a soit parfait, parfaite, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi et sois fort ou forte. Donc évidemment, quand on a le driver, c'est-à-dire la motivation de notre comportement, est soit parfaite, on va surtout se focaliser sur les détails, ce qu'on fait, sur le résultat de ce qu'on produit, en utilisant beaucoup d'énergie et en faisant moins attention à ce qui nous mène là et aux énergies qu'on va utiliser, la quantité de ces énergies-là. Quand on est dans le driver fait plaisir, notre attention va être complètement sur l'autre et nos besoins seront complètement mis à côté. Fait des efforts, pareil. Si on est pris dans le fait effort ou dans le se dépêcher, on se déconnecte complètement de ce que sont nos besoins sur le moment et aussi en général. Et soit forte, ça nous déconnecte d'une partie de moi qui est une partie plus sensible euh, pour pouvoir pour pouvoir montrer en tout cas cette façade, mais aussi on se sent fort aussi euh, de de force, d'imperturbabilité. On peut avoir peur d'être rejeté ou jugé. Qu'est-ce qui se passe si je dis non à l'autre, par exemple? Qu'est-ce qui se passe si je fais attendre l'autre? Qu'est-ce qui se passe si je vais demander à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il m'a demandé parce que en ce moment, c'est juste pas le moment pour moi. Euh, si, euh, si on pense, par exemple, si on pense par exemple quand on est en file à la boulangerie et qu'il y a des personnes derrière nous et que le boulanger ou la boulangère nous présente un pain qui nous fait pas vraiment envie parce qu'il est un peu pas trop cuit, etc. Qu'est-ce qui se passe si on osait dire non, non, je préfère celui-là et est-ce qu'on aurait peur d'être jugé par les autres? Est-ce qu'on aurait peur, par exemple, de la réaction émotionnelle, entre autres, de l'autre? Donc, dans tous les cas, comme je disais, ça a à voir avec notre estime de soi. Comment savoir que nos limites sont bafouées? Donc ici, j'aimerais bien, si vous voulez bien, j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes sensible à ce thème, et si intrigué ou curieux, ou même que carrément vous le retrouvez dans votre vie. Si c'est OK pour vous, j'aimerais bien que vous partagiez dans le chat des exemples. Comment, dans votre vie de tous les jours, vous vous rendez compte que vos limites sont bafouées, qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté, que ce soit par vous-même ou par les autres. Donc, je vous laisse ici vous déchaîner dans le chat. Que je ne vais pas lire à haute voix avec votre nom parce que ici c'est enregistré, donc ça reste confidentiel, mais c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe pour vous.
Parce que vous allez après faire un exercice. Ok, oui. Donc ici, jusque-là, je vois des réactions à quelque chose. C'est réaction par rapport à une prise de conscience par rapport à ses limites bafouées. Ouais, 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 tout à fait. Il y a vraiment, et on parle des limites parce que souvent on va au-delà. C'est rare de rester au-deçà de la limite. On va au-delà, par exemple, en termes d'énergie, en termes de temps. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Quand on va trop au-delà, trop longtemps, eh ben on s'épuise, c'est très simple. L'énergie n'est plus là. Et on ne sait pas comment utiliser cette énergie puisqu'on ne s'y est pas vraiment jamais intéressé à quel est notre rythme, quel est notre fonctionnement correct, pour nous en tout cas. Oui, oui. Ne pas prendre le temps de souffler, ça me fait fort penser à ce driver de dépêche-toi, de tout faire toujours, être toujours dans. Souvent, on arrive même en retard, mais c'est toujours une course. Il faut toujours que ce soit une course. Oui, oui. Donc, parfois, on remarque ça dans le comportement des autres. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai à subir ce comportement-là? Et parfois, on remarque ça plutôt dans notre comportement à nous. Qu'est-ce qui fait que je sais que ça me ferait du bien et j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à poser cette limite pour moi? Super, merci beaucoup pour vos partages. Donc ici, je mets quelques exemples. On a tendance à dire oui, mais quand on voudrait dire non. C'est vraiment super, super répandu. Et ça, je le dirai après. On n'a pas beaucoup d'énergie, on est épuisé. On n'a pas de clarté sur ce qui est important pour nous. Bien sûr, parce qu'on n'est pas centré sur nous. Et donc, ce qui est important pour nous, dans certains cas, surtout dans les drivers qu'on a vus, euh, ce n'est pas si important que ça. Donc, on n'arrive pas à le reconnaître. Et si on n'arrive pas à le reconnaître, on ne peut pas euh, avoir de direction vers ce qui est important pour nous. Et du coup, on peut avoir du mal à décider aussi. À décider ou à être assertif, assertive dans nos décisions. On peut avoir tendance à faire des compromis pour nous adapter aux attentes des autres. Je viens de lire dans le chat, mes enfants me demandent, j'ai du mal à dire non à mes enfants. Bien sûr, parce que la société nous dit que une bonne mère ou un bon père, il faut tout donner pour ses enfants. Okay. Donc, on a tendance à faire des compromis euh, pour, comment dire, pour avantager, je sais pas si ça se dit, mais pour que quelqu'un d'autre bénéficie de ce que nous, on a à donner. Sauf que quand on compromet, quand on se met à faire des compromis sur ce qu'on a à donner, on a de moins en moins donné. Et on finit par ne pas pouvoir donner du tout. Et l'histoire des compromis est très parlante parce que pour cette thématique-là, si on prend encore une fois l'image du château, est-ce que s'il y a une armée aux portes du château qui veut rentrer, et si on veut sauvegarder le château, c'est ce qui est dans le château et le château en soi, ce système nous tient à cœur, est-ce qu'on, est-ce que ça nous viendrait de dire, ok, j'ouvre la porte, comme ça, quelques soldats rentrent, un peu de destruction, enfin ça reste contenu, mais on va faire détruire quelque chose, et puis on ferme la porte. Ça n'a aucun sens. Dans cette dynamique-là, c'est absurde de penser, je laisse un peu ouvert, histoire de saccager un peu, et puis je ferme.
On est bien d'accord que cette option-là n'est pas vraiment une option si on veut vraiment sauvegarder l'équilibre de ce système. Donc les compromis, ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on peut accepter à ce niveau-là, au niveau de notre intégrité. Simplement, si on se rend compte qu'on n'est pas en train de vivre la vie qu'on voudrait. Et parfois, on ne sait même pas la vie qu'on voudrait. On n'en a aucune idée. Par contre, quand le malaise commence et s'installe dans la vie, quand il y a une insatisfaction permanente, c'est un gros signe, ou un épuisement qui continue, qui, qui reste. C'est un gros signal que on est en train de faire des compromis ou de négliger cette partie, cette partie qui est extrêmement importante dans notre équilibre. Pourquoi? Donc ici, pareil, si vous voulez parler dans le chat, c'est le bienvenu. Quand tu étais enfant, est-ce que l'appréciation de qui tu es était conditionnelle ou inconditionnelle? C'est-à-dire, est-ce que quand tu étais enfant, est-ce que tu te sentais apprécié euh, indépendamment des conditions ou de tes comportements, ou est-ce que tu te sentais apprécié quand il y avait des comportements spécifiques? C'est souvent conditionnel, en tout cas, la perception est souvent conditionnelle. Et je tiens à dire que c'est la perception qui est conditionnelle, parce que euh, dans la plupart des cas, on a été aimé et on a été apprécié, mais on a observé que quand on faisait ça plutôt que ça, euh, eh ben c'était mieux quoi. Donc dans le regard de l'autre, qui est le regard qui nous forme, on va dire, qui nous euh, qui nous apprend à nous regarder, eh ben tout ça, notre valeur ou l'appréciation de qui on est, était conditionnelle. Ouais, ouais. Donc, d'avoir des bonnes notes à l'école, être gentil, ne prendre pas trop de place, ne prendre pas trop la parole, ne pas faire trop de bruit, etc., etc., etc. Eh ben, ça nous donnait des lignes de lignes guides pour être accepté en tout cas, ou pour savoir qu'on était apprécié. Ça crée quoi? Ça crée, ça a la conséquence que l'enfant commence à se conformer aux attentes. Parce que, pourquoi? Bah, simplement parce que sans ses parents ou sans les personnes qui s'occupent de lui, bah, l'enfant ne peut pas vraiment vivre. C'est tout simple. Et en plus, l'enfant, c'est beaucoup plus anxiogène pour un enfant de mettre en question la réaction du parent ou de l'adulte que de se mettre en question lui ou elle. Donc, solution logique et qu'on a tous et toutes trouvée de façon très simple, on se conforme aux attentes extérieures. Bye bye Bernadette, tu peux revoir le replay après. Mais qu'est-ce que cette conformité implique? Eh ben, si on veut se conformer, on doit se déconnecter de nos références internes parce qu'elles ne sont plus utiles. Par contre, on va se calibrer sur des références externes. Je vais observer à l'extérieur, je vais avoir une idée très précise des comportements que je peux avoir et qui vont me garantir de l'appréciation à l'extérieur. Et du coup, on va commencer à baser notre valeur sur notre niveau de conformité. Plus je me conforme à ce qui est attendu de moi, et mieux je me sens, et plus j'ai de la valeur. Sauf que, pour ce faire, je dois me séparer de parties de moi qui normalement seraient là. Donc, si normalement je suis quelqu'un normalement,
Si je nais avec un talent pour la parole, par exemple, et que j'aime bien de m'exprimer et que j'aime de parler ou de chanter, et que quand je parle ou chante, on me dit tais-toi, et que je choisis de me conformer, et ben cette partie-là, on s'en sépare. Pas pour toujours, évidemment. Et c'est ici la logosynthèse, elle prend tout son intérêt. C'est une partie de notre énergie, cette partie-là, et une partie de notre énergie qui est figée, qui reste figée quelque part. Et on a tendance à le faire pour plusieurs parties de nous. Donc, comme notre énergie reste figée dans nos représentations de qui nous sommes, de notre valeur, de notre droit à vouloir ce qu'on ressent juste pour nous, la logosynthèse peut nous aider à remettre cette énergie en circulation, puisqu'il s'agit d'un modèle énergétique qui travaille avec le pouvoir des mots pour aller récupérer cette énergie. Autre chose super importante, ici, on a droit à vouloir ce qu'on ressent juste pour nous, comme ce qui est juste pour nous, mais pas forcément ce qui est juste pour quelqu'un d'autre. Il faut aussi penser que notre équilibre intérieur et donc nos limites ne sont pas les mêmes que pour la personne à côté de moi et les personnes même très, très proches. Notre équilibre, notre rythme est extrêmement personnel et unique. Donc, quand on commence à s'intéresser à cette dimension, il y a une grosse partie de travail de connaissance de soi. Qu'est-ce qui est juste pour moi et comment je reconnais ce qui est juste pour moi? Comment je sais ce qui est acceptable pour moi et ce qui ne l'est pas? Parce que c'est évidemment pas la même chose pour tout le monde. Donc, j'ai envie de vous proposer un exercice guidé. Et avant de faire ça, vous pouvez peut-être écrire dans le chat dans quel contexte avez-vous le plus de difficultés à poser vos limites? Ça peut être en famille, ça peut être au travail, ça peut être dans la prise de soin de soi, ça peut être dans des relations amicales ou sociales, comme vous le sentez. Oui, oui, oui. On va reproduire les mêmes dynamiques qu'on a absorbées quand on était enfant, euh, là où elles ont le plus de sens par rapport à notre histoire. Oui, ok. Cela change vraiment selon les personnes et selon les périodes de la vie aussi. Donc, par rapport à cet exercice guidé, j'aimerais bien que vous preniez l'exemple de la dernière fois où c'est arrivé. Donc, ça doit être un exemple récent ou en tout cas actif dans votre espace, auquel vous pouvez vous connecter assez facilement. Ok? Et quand c'est fait, vous pouvez me faire un petit signe, pas, mais dans le chat parce que je vous vois pas. Donc, vous pouvez simplement mettre OK dans le chat ou que sais-je, euh, pour identifier un exemple concret spécifique. Bien sûr, on va observer que on a tendance à reproduire le schéma, mais on va prendre un exemple spécifique de la dernière fois ou d'une fois récente ou présente pour vous où cela s'est produit. Ouais. Puisque d'un petit groupe, je vais juste attendre que tout le monde soit là, soit prêt. Super. Ce qui va se passer, je vais vous guider à connecter avec cette partie de vous
pour qui cela semble impossible de poser des limites ou qui vit la situation de la manière dont elle est vécue. Et on va explorer, on va voir le sud. Donc le sud, c'est en anglais Subject Units of Distress. Et c'est simplement une façon de mesurer l'intensité de ce que vous vivez. Donc de 0 à 10, 0, je suis complètement calme, 10 étant le maximum de l'inconfort dans cette situation. Okay, c'est juste une façon de mesurer avant et après avoir appliqué la procédure de base de la logosynthèse. Donc, la procédure de base de la logosynthèse, pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, il s'agit de 3 phrases. Je vais dire les 3 phrases en faisant des pauses pour que vous puissiez les répéter. Ça se prononce à un volume et un rythme tout à fait normaux. Et entre une phrase et l'autre, il y aura une pause d'intégration de ce qui se passe au niveau énergétique. Ok. Donc, vous avez votre exemple. Je vous invite à fermer les yeux et à vous reconnecter à cet exemple. Donc, vous êtes à ce moment spécifique de votre vie. Si c'était hier, vous êtes hier. Vous voyez ce que vous voyez, vous entendez ce que vous entendez à ce moment spécifique. Vous ressentez ce que vous ressentez à ce moment spécifique. À ce moment spécifique, il y a une partie de vous qui a pris les commandes. Cette partie de vous est une partie qui a l'habitude de réagir à ce type de situation de la manière dont elle est en train de le faire. Ici, dans votre exemple spécifique auquel vous êtes associé. On va donc explorer cette partie et la manière dont elle s'exprime. Quelles sont les émotions qui sont présentes maintenant pour vous? N'avez pas à me répondre, juste observez. Quelles sont les pensées peut-être qui sont présentes? Quelle est la partie de votre corps dans laquelle cette partie se manifeste? C'est peut-être une gorge serrée ou un poids au niveau de la poitrine ou un nœud au niveau de l'estomac ou du ventre. Comment est-ce que cette partie se manifeste au niveau physique? Cette partie qui n'ose pas poser des limites ou qui observe que les limites ne sont pas posées et qui a l'habitude de ça. Et vous pouvez mesurer de 0 à 10 où vous vous trouvez par rapport à cet inconfort. Donc 0 étant aucun inconfort et 10 étant le maximum de l'inconfort. Et si cet inconfort que vous venez de mesurer est une réaction à quelque chose, cette partie est en train de réagir à une information qui est dans son espace. Elle peut percevoir cette information comme une image, des mots, un son, une perception de quelque sorte. Peut-être une phrase qui a été répétée souvent. Peut-être le regard d'un parent plus sévère, peut-être une scène spécifique qui s'est passée, peut-être qui s'est répétée encore.
Cette partie, elle réagit à une représentation de cela, qui lui fait croire que poser des limites, ce n'est pas OK, qui lui fait croire peut-être qu'elle est moins que, qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas d'importance. À quoi cette partie est en train de réagir pour toi? Et maintenant que tu as trouvé cette représentation, tu peux l'explorer un tout petit peu, observer cette représentation et confirmer que les réactions, ce que tu ressens, est une réaction à cela. On va dire les 3 phrases. Donc je vais dire la première phrase et tu peux la répéter par rapport à cette représentation. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette représentation et je l'amène à sa juste place en moi. Et avec la deuxième, j'enlève toute énergie non moi liée à cette représentation de toutes mes cellules, de tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je l'envoie là où elle doit vraiment être. Et avec la troisième, je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à cette représentation. Et je l'amène à sa juste place en moi.
Quand vous pensez que c'est OK pour vous, vous pouvez boire un peu d'eau. Rester hydraté quand on travaille avec l'énergie est important. Donc, vous pouvez aussi mesurer maintenant votre sud par rapport à la situation qu'on a vue à la base, avant, enfin, la situation que vous avez pris comme exemple pour cet exercice. Vous pouvez peut-être partager dans le chat comment ça s'est passé pour vous, en sachant qu'il y a des possibilités. Donc, soit tout va très bien, soit il y a autre chose qui a émergé, et alors il est important de faire de la logosynthèse, des séquences de logosynthèse sur ce qui a émergé. Soit c'est encore en train d'élaborer. Ok, ça peut prendre quelques temps. Pour ça, je vous invite à rester hydraté justement. En vue du temps, je vais continuer et continuer avec. On a presque fini. Donc on peut voir comme les bénéfices principaux de la logosynthèse par rapport à ce type de travail, c'est il est possible de travailler directement avec les parties. Au lieu de aller travailler événements traumatiques, etc. On travaille avec la partie qui était impliquée dans cet événement. Oui, oui, on peut se sentir fatigué. Dans ce cas-là, c'est important de se reposer évidemment et encore une fois de bien s'hydrater. C'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui a bougé. Ok, ça c'est peut-être la première invitation pour se prendre soin de ce qui est là. C'est le repos, besoin fondamental. Donc on peut aussi avoir un accès direct à l'énergie figée et du coup aussi une résolution directe de l'énergie figée. Et on peut le faire très soif, la boire. On peut le faire de façon autonome assez facilement. Il y a des cours de self-coaching. J'ai pas des dates posées en ce moment, mais je vais poser des dates. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait parce que c'est des compétences. C'est pas difficile de faire la logosynthèse, 3 phrases, mais c'est important de faire de la pratique pour savoir exactement là où cibler. Okay, et aussi avoir une idée de ce qui est possible de cibler quand on travaille tout seul. Déjà, une connaissance, je trouve, de ce qui est en train de se passer, de porter de la conscience là-dessus, peut déjà remettre de l'énergie en circulation, même sans faire les phrases. Donc, c'est très intéressant. Si vous avez des questions, c'est le moment où j'arrive parce qu'il est super tard. Et donc, pour terminer, je vous invite à aller visiter le site de l'IA pour toutes les formations et séminaires en logosynthèse. Il y en a déjà certains qui ont été partagés, ouais, qui ont déjà partagé dans le chat, dans la grande salle. Merci, merci Marie. Et aussi, une invitation au contact si vous sentez que c'est quelque chose sur lequel vous avez envie, vous pouvez travailler. Si vous êtes à un moment de votre vie où ceci s'invite de plus en plus. Je travaille avec un focus sur les crises et les transitions de vie, sur la reconnexion à soi, donc on est
connaissance de soi et de son rythme et ses talents. Je travaille aussi vers l'indépendance émotionnelle, notamment dans les relations, et une vie qui a du sens et la prise de décision.